Il est 18 h, mercredi 5 février 2020. Vous êtes à l'heure, nous aussi. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Pour accès direct, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Un jour, une station nous emmène à la découverte de nos stations, vous le savez, cet hiver. Ce soir, direction Avoria avec le directeur de l'Office de tourisme. Nous resterons en montagne ensuite du côté de Saint-Gervais. Le dernier numéro de l'Alpe nous présente cette station atypique. Le rédacteur en chef Pascal Cobert et Julien Pelou, guide, me rejoindront dans quelques minutes. Partir en vacances basket au pied, allier trail et découverte d'une région du monde, c'est l'ambition d'une agence de voyage un peu particulière. Son nom, Trail the World. Les cofondateurs viendront nous en parler tout à l'heure. Mais avant, comme chaque soir, on commence avec les titres du JT. Et cette semaine, c'est Clémence qui est aux commandes. Salut Clémence. Salut Fanette. Et on commence avec des chauffeurs de taxi toujours mobilisés. Oui, avec une opération escargot. Alors les chauffeurs de taxi et également les VTC qui ont donc travaillé, on va dire, main dans la main aujourd'hui pour cette opération escargot. Pourquoi une opération escargot? Eh bien tout simplement parce qu'ils refusent de voir la plateforme et l'application Uber s'implanter dans la ville annécienne. Et puis, on partira du côté de Chamonix pour La Flégère. La Flégère, qui est une de tes cabines historiques. Exactement. Et qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. C'est Fanny Péchinet qui nous fait monter à bord pour découvrir cette toute nouvelle installation. Et je précise qu'il est capable de transporter jusqu'à 2000 personnes par heure quand même. Et puis on reparlera également des élections municipales. Ce soir, on part du côté de Salanches. Ça va devenir un rendez-vous dans le JT pour les élections municipales, effectivement, à chaque fois un reportage. Merci beaucoup Clémence, on te retrouve à 18h30. Un jour, une station. Ce soir, nous partons à Avoria avec le directeur de l'Office de tourisme, Michael Ruiskaert. J'espère ne pas écorcher le nom. Bonjour. C'est bien. C'est bien, ça va, je commence bien. Pas mal. Alors comment ça se passe ce début de saison à Avoria? Plutôt bien. De manière générale, la montagne va bien entre Noël et Nouvel An. Après, on a toujours le mois de janvier où c'est un enjeu. Mais on a fait un très très beau démarrage, peut-être une des plus belles saisons sur la période de Noël. Et ça s'explique alors qu'on pensait que les grèves pouvaient potentiellement impacter le tourisme en montagne. Finalement, il semblerait que les touristes aient envie de changer d'air, de quitter Paris, de quitter les grandes agglos et de venir en altitude. Donc c'est plutôt une belle nouvelle. Alors quand on parle d'Avoria, on pense à ce modèle atypique. Ouais. Il était déjà atypique il y a 50 ans, il l'est toujours. Donc un modèle sans voiture, on laisse sa voiture à l'extérieur de la station quand on va à Avoria. Le défi des 50 prochaines années du coup? Justement, là aujourd'hui on est dans le tout green. On voit que beaucoup de stations, mais beaucoup d'acteurs touristiques s'investissent dans le green. La station a été imaginée avec, on voit des images, une philosophie qui a été initiée par 3 hommes en 1967. Gérard Brémond, qui est promoteur, qui est patron de Pierre et Vacances et Center Park aujourd'hui. Jean Vuardet, qui est le champion qu'on connaît, connu aussi pour ses lunettes. Et puis Jacques Labro, qui est un architecte aussi, qui suit toujours Avoria aujourd'hui. Donc l'enjeu pour répondre à la question des 50 prochaines années, et il est évidemment green. Là où on veut être vigilant de notre côté, c'est de ne pas mettre trop de vernis. Beaucoup de marques aujourd'hui partent dans une philosophie très écologique. Encore faut-il pouvoir imaginer la projection. Donc on est en train de se positionner sur des labels, sur des promesses aussi qu'on veut faire à nos skieurs. On peut parler par exemple de l'empreinte carbone. Que fait le tourisme aujourd'hui pour proposer à des touristes de leur payer l'empreinte carbone? Label Flocon Vert, avec qui on part là dans quelques jours. Donc voilà, c'est un tout. C'est surtout de ne pas trahir la promesse. Aujourd'hui, on est dans une philosophie de la station où elle a la dimension humaine, où on a envie évidemment de pouvoir accueillir parfois plus de touristes, mais il faut rester dans une philosophie qui est celle d'Avoria, d'une station ski au pied, entièrement enneigée, piétonne. On est les seuls en Europe à avoir ce concept total et global. Donc il faut être quand même vigilant, et peut-être que l'éco-responsabilité, ça passe déjà par le fait de vouloir évidemment grandir, mais de manière raisonnée. Le fait que toutes les stations s'y mettent, est-ce que ça peut faire de l'ombre à la vôtre? En même temps, si on raisonne en tant que directeur de l'office, on peut dire ça peut être gênant. En réalité, l'enjeu, il est mondial. Donc j'ai échangé il n'y a pas longtemps sur des réseaux sociaux, sur des gens qui me disent oui, tout le monde parle aujourd'hui d'écologie, ça y est, c'est parti, c'est la mode. En même temps, moi je suis partant et j'assumerai de dire tant mieux si c'est la mode, tant mieux si les mœurs commencent à évoluer. Certains vont faire que de la com, d'autres vont vraiment faire de vrais projets inspirants. Et finalement, on se rend compte que la plupart des grands projets mondiaux sont passés par là. Nous, on est en train de s'engager vraiment, peut-être d'aller plus loin que les autres, parce que la philosophie de la station, elle le permet aussi. Il ne faut pas oublier qu'en étant piéton, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la station. On a 100 chevaux aujourd'hui qui assurent la mobilité. Pour certains, ça sera plus dur de partir sur ce principe-là, mais peu importe, je pense que là, il faut raisonner collectif.
il ne faut pas juste raisonner Avoria. Et nous, en tout cas, la volonté, c'est de prendre de l'avance, de maintenir de l'avance et d'être innovant. Et justement, parmi les projets en cours, il y a un programme, vous avez été labellisé par la région Oui. autour de l'hydrogène. Mmh. L'idée, c'est de faire circuler les rares véhicules qui circulent dans Avoria à l'hydrogène. Alors, probablement que l'avenir, il est là, hein. On parle beaucoup d'électrique. Nous, on pense en tout cas, et je pense que la région Auvergne-Rhône-Alpes pense aussi que l'hydrogène est plutôt le futur. Maintenant, il faut passer des étapes. Donc là, aujourd'hui, on a intégré un plan qui a été lancé par la région pour avoir une station hydrogène en altitude et proposer déjà sur la période été des vélos hydrogène. Donc ça, c'est le premier projet qui va être déployé par une société qui est anécienne et sur lesquelles, qui est Attaway, qui va développer ça. On a été plusieurs en fait sélectionnés. Il n'y a pas que Avoria, mais en station d'altitude, il y a uniquement Avoria. Le reste, ça reste plutôt des zones lémaniques ou des zones des Grands Lacs, on va dire. Mais nous, aujourd'hui, on pense que l'hydrogène, c'est un bon test pour justement voir si on est capable, en altitude, de pouvoir proposer de l'hydrogène. Parce que là aussi, sur l'enjeu technique, c'est bien de vouloir dire, voilà, on va faire des dameuses à l'hydrogène, on va être tout hydrogène. Encore faut-il pouvoir s'alimenter en hydrogène, encore faut-il pouvoir recharger une pile à combustible de manière verte. Ça veut dire que l'électricité, qui est indispensable de toute manière dans l'hydrogène, il faut encore faut-il qu'elle soit verte. Donc tout ça, ça nécessite d'être pensé. Et cette première approche avec la région, ça va vraiment permettre d'avoir un projet test et de s'en inspirer pour Avoria et j'espère aussi pour, on va dire, nos concurrents qui sont aussi nos collègues quelque part. Ce discours-là, il intéresse les touristes qui viennent vous voir ou juste ils veulent de la bonne neige et du bon ski? Alors, je pense qu'encore une grande majorité s'intéresse avant tout au domaine skiable, à la capacité qu'on a de leur proposer des pistes et de l'après-ski aujourd'hui qui devient indispensable. Malgré tout, il y a quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai pris le poste il y a 3 ans. On a interrogé notre database, qui est un mot un peu technique, mais qui du coup, on a plusieurs milliers de personnes comme ça qui sont Donc référencées. vos clients? Nos clients, et on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qui les intéressait en termes d'éco-responsabilité, est-ce qu'ils viendraient uniquement parce qu'on est éco-responsable. Et il y a 5% qui ont répondu positivement il y a 3 ans. La même question en début d'hiver, on a plus de 32%. Donc on voit la violence presque de ce sujet-là qui est devenu et qui va prendre de l'ampleur encore et qui est devenu primordial pour tout le système, tout l'écosystème touristique aujourd'hui. Comment vous voyez, on a parlé des 50 prochaines années, est-ce que le ski existe encore dans 50 ans? C'est-à-dire qu'Avoria sans ski, est-ce que ça fonctionne? Alors justement, il y a ce concept aujourd'hui, il y a 50 ans, qui a été imaginé autour du ski. On est une station intégrée, on revendique justement que tout est pensé pour le ski et la glisse de manière générale. J'aime bien dire la glisse parce qu'aujourd'hui on peut faire du ski alpin. On parlera tout à l'heure des jeunes générations. Il y a du snow, mais il y a beaucoup de rando maintenant. Il y a de la luge pour certains. Chacun a sa vision du plaisir de skier la montagne. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter aujourd'hui. On ne raisonne plus que ski alpin, pas toujours en tout cas. Maintenant, dans 50 ans, j'aimerais être devin, j'ai pas la solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même prendre en compte la réalité climatique de ce que va être le futur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir proposer des événements été et hiver. Et ce qui est intéressant dans le futur, c'est que le skieur aujourd'hui ne skie plus 7 heures par jour, mais plutôt 3h30. Donc il est aussi adepte de nouvelles expériences. Le mot est un peu galvaudé tellement qu'on l'a utilisé, expérience. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il faut apporter une valeur ajoutée à une destination. Et peut-être que l'enjeu, il est là. Peut-être qu'effectivement, on n'aura pas tout à fait les mêmes activités ou le même domaine, mais en tout cas, il faut le réinventer au fur et à mesure. Je pense par exemple, en ce moment, il y a de la plongée sous la glace, il y a du vélo électrique encore l'hiver. On voit que les Pyrénées sont très inspirants parce que finalement, ils ont ce problème de neige depuis plus longtemps que les Alpes et ils se sont déjà réinventés sur des zones, à Peyragudes par exemple. Donc moi, je crois qu'il faut, encore une fois, avancer avec son temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester immobile et il faut surtout proposer de nouveaux concepts. Et c'est ce qu'on essaye de faire quasiment chaque hiver, d'amener une nouvelle activité en altitude. 1 ou 2 temps forts d'ici la fin de temps saison? Il y a forcément les vacances de février. Nous, qui commencent là vendredi pour les Parisiens. Vendredi. On a un enjeu majeur parce qu'effectivement, on est très famille à Avoria. Donc nous, on se concentre sur des carnavals qui sont un peu dantesques, puisque là, j'ai vu des photos, je n'ai jamais vu encore les nouveaux chars, mais
On a on va dire des animaux de plusieurs mètres de haut qui font quasiment 8 mètres. Donc on anime plutôt la station autour du ludique et du féerique. Ça, c'est un petit peu notre ligne de conduite sur février. Et il y a un événement qui me tient particulièrement à cœur, qui est monté avec l'agence Laxat, avec Gaylord, qui fait entre autres le High Five, qu'on connaît bien, Gaylord. J'étais en ligne tout à l'heure avec lui. Et nous, on veut partir sur un projet qui est de réinventer un peu la fin de saison. On parle toujours beaucoup de testing, de nouveaux matériels, de nouvelles glisses en début de saison, ce qui est assez logique. Nous, on pense aussi qu'il y a un enjeu en fin de saison de présenter les nouvelles collections 2021, d'amener des gens sur des nouvelles pratiques de fin de saison, dont le ski de rando, par exemple. Donc là, on est en train d'avancer, de finaliser un gros projet qui aura lieu du 17 au 19 avril, qui s'appelle Rock On Spring, et qui pour nous est vraiment quelque chose d'important. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous restez avec moi puisqu'on passe à une rapide revue de presse avec un sujet qui, j'en suis sûre, vous intéresse. C'est France Inter aujourd'hui qui revient sur le désintérêt des jeunes pour le ski. La durée d'enneigement diminue. On est passé de 150 jours par an dans les années 60 à 80 à 120 jours dans les années 90 à 2000 et ça continue de baisser. Or, en dessous de 100 jours d'ouverture par an, selon la Cour des comptes, un domaine skiable ne peut pas être viable. Donc, première inquiétude. Et la deuxième inquiétude, donc, c'est ce désintérêt des jeunes. Le ski intensif pour amortir un forfait hors de prix, environ 30% du coût du séjour selon les calculs de l'UCPA. Ce n'est vraiment pas leur truc, indique France Inter. Les 15-25 ans représentaient 20% de la clientèle en 95, 14% seulement en 2019. Les stations nord-américaines se sont mobilisées sur le sujet il y a plus de 15 ans. C'est un sujet pour vous? Oui, alors c'est un sujet pour nous, c'est un sujet pour toutes les stations de ski du monde. Le Japon a perdu 50% de ses skieurs ces 15 dernières années, donc on voit qu'il n'y a pas que le continent européen qui est touché par ce phénomène. Ce qui est sûr, si je prends l'expérience qu'on a à Voria et grâce au domaine skiable, qui nous est piloté par la CERMA, c'est vraiment l'idée de se dire que si on veut toucher des jeunes, avant de vouloir dire on va les chercher, il faut déjà qu'il y ait le produit qui les intéresse. Alors, c'est du marketing pur, mais il n'empêche que la solution, elle est là. Et c'est quoi, du coup, le produit qui les intéresse? Je prends l'exemple, aujourd'hui, on est associé avec une marque Burton. Les remontées mécaniques sont associées avec cette marque depuis des années. Ils ont travaillé de snowboard, ils ont travaillé des éco-parcs qu'on appelle chez nous Stash et Little Stash pour le petit, pour les enfants. Et on se rend compte qu'on a plus de 20% de snowboarders, quand la France en compte en moyenne 2 à 3%. Donc, ça veut dire que dès lors que les jeunes, on va dire les jeunes, génération YZ, mais presque génération Z, là, on parle, ont un concept innovant qui leur permet de pratiquer quelque chose qu'ils aiment, ils s'orientent naturellement vers les destinations qu'ils le proposent. C'est une évidence absolue, mais pour aller chercher des jeunes, encore une fois, il faut raisonner jeune et il faut surtout connaître bien leurs attentes. Et le Little Stash et le Stash sont aujourd'hui des gros succès qui sont tous les ans en train de se développer. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une vraie communauté, une vraie ADN board culture qui fait que finalement, on a 55% de nos clients qui ont moins de 35 ans. Donc, ça ne veut pas dire que tout est gagné, mais en tout cas, je pense que c'est une des voies qu'il faut explorer et peut-être pas aller faire un grand coup de com', aller dire aux jeunes, allez, venez au ski, ça ne suffit pas. Eh ben, merci beaucoup, Mickaël, et puis une très belle fin de saison. Je ne sais pas si on peut déjà parler de fin de saison. Suite de saison. Allez, voilà, milieu de saison, suite de saison. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. On va rester en montagne avec mes prochains invités. Pascal Cobert et Julien Peloux se sont penchés sur l'histoire et le cadre atypique de la station de Saint-Gervais pour le dernier numéro de l'Alpe. L'Alpe, faut-il encore le présenter sur 8 Mont Blanc. Donc c'est une revue qui réunit plein d'auteurs au profil très différent. Pascal, vous en êtes le rédacteur en chef. Exactement. Et d'ailleurs, on est assidus. Ah, je vois que vous avez une belle collection. Voilà. Et donc, Julien, vous êtes historien et guide à Saint-Gervais. Avant de reparler un petit peu de l'histoire de Saint-Gervais, pourquoi Saint-Gervais dans l'Alpe de ce 87e numéro? Parce que Saint-Gervais nous l'a demandé, tout simplement. C'était la première fois qu'on faisait un numéro. On fait quelques numéros à thème géographique. On a fait les Alpes du Sud, on a fait le parc du Mercantour, le parc des Écrins, le Vercors. C'est la première fois qu'on fait ça sur un territoire aussi petit. Petit par la taille, en termes de superficie, parce qu'évidemment, la contrepartie de cela, c'est que c'est là aussi la première fois qu'on fait un numéro sur, au fond, un village qui a la plus haute dénivelée possible dans le monde alpin, puisque ça monte jusqu'au sommet du Mont Blanc, et ça part du Fayet qui est à, je sais pas, 500 mètres. Ouais. 500 mètres. Exactement, 500 mètres. Donc il y a 4300 mètres de dénivelé, ce qui veut dire aussi qu'au fond, on a sur le territoire de Saint-Gervais l'ensemble des activités propres à la montagne, que ce soit
les grandes voies de circulation, l'autoroute, le train qui arrive en bas, au Fayet, et puis les alpages, et puis le thermalisme, et puis le tourisme, et le ski, et l'alpinisme. Et enfin voilà, c'est une sorte de condensé de montagne, ce village. Cette diversité-là, justement, elle vous permet d'aborder tout un tas de thèmes différents. Alors, notamment la Compagnie des Guides de Saint-Gervais qui a fêté ses 150 ans. Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre aux éditions Guérin qui s'appelle « Les enfants du Mont Blanc ». Ce sont les tentatives d'ascension du Mont Blanc qui font entrer Saint-Gervais dans l'ère de l'alpinisme. Comment ça s'est passé, cette histoire-là? J'allais dire, je cherche le terme, ces essais d'ascension, c'est pas le beau terme, mais... C'est plutôt bien. Alors c'est assez particulier et c'est atypique dans l'histoire alpine. En fait, l'alpinisme à Saint-Gervais est né d'une rivalité, en fait. Et il est né de la rivalité avec sa grande voisine Chamonix, où ces deux paroisses, puisqu'à l'époque on parlait de paroisses, ont essayé de trouver un accès pour accéder au Mont Blanc, chacun de son côté. Et en rivalisant de ruses, d'inventions, d'exploits. Et donc la voie de Saint-Gervais qui a été exploitée était celle du Goûter, qu'on appelle aujourd'hui la voie royale, et celle de Chamonix, était celle de l'ancien passage qui passait par les Grands Mulets. Et c'est Chamonix qui a gagné cette bataille, qu'on appelle la bataille pour le Mont Blanc, qui a été définie par l'historien Henri Beau. Et cette bataille pour le Mont Blanc a malheureusement fait passer un petit peu à l'oubli Saint-Gervais pendant de nombreuses années, qui s'est replié sur le thermalisme. Et c'est à partir des années 1815 et jusqu'en 1850 que les Anglais et les guides locaux, les guides de la Compagnie de Saint-Gervais, vont remettre au goût du jour cette voie royale par le Goûter, et qui va surpasser l'ancien passage de Chamonix et devenir l'itinéraire qu'on connaît actuellement, qui est connu dans le monde entier et qui est le plus prisé des alpinismes. Et alors j'ai appris en feuilletant ce magazine-là, le Mont Blanc, on en parle, on en reparle, ça squatte l'actualité montagnarde parfois, mais c'est jusqu'au milieu du 18e, on n'en parlait pas du tout. Comment c'est possible? On a du mal à l'envisager, ça, qu'à l'époque le Mont Blanc était un non-sujet. Je vais répondre à la question et puis Pascal va peut-être amener des compléments. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la mentalité de nos ancêtres, ils n'avaient pas le même rapport à la montagne qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un espace de liberté, d'aventure, et c'est un endroit qui est maîtrisé comme la grande partie du globe. Pour nos ancêtres, déjà, il y avait toute une part religieuse de mythes et de légendes, et c'était plutôt un endroit qui était le refuge des démons, des esprits, et on n'aimait pas trop s'aventurer dans les montagnes. D'ailleurs, les Genevois l'appelaient le Mont Maudit. Les Monts Maudits, il a eu beaucoup de noms, exactement, tout ce secteur. Et il y avait aussi un intérêt, tout simplement, qui venait du mode de vie de nos ancêtres, c'est qu'au XVIIIe siècle, tous ces grands sommets de neige, de glace et de roc, ils n'apportent rien aux paysans et à l'exploitant. Donc on se cantonne sur les alpages, et ce qui est au-dessus nous intéresse très peu, parce que c'est dangereux et il y a peu d'intérêt à aller les fréquenter, sauf deux catégories socio-professionnelles un petit peu originales à l'époque, qui étaient les cristalliers, notamment à Chamonix, qui sont très réputés, et les chasseurs de chamois à Saint-Gervais. Et ces deux professions du XVIIIe et du XIXe siècle vont donner les guides qui vont former les deux compagnies des guides historiques de Saint-Gervais et de Chamonix. Cette histoire-là, elle a été facile à condensé, répertorié. Il y a le principe de l'Alpe, voilà, il y a des historiens, des auteurs, des professionnels qui interviennent. Ça a été facile de rassembler toute cette histoire-là. C'est toujours compliqué de condenser, mais en même temps, comme ce village est un condensé de montagne, et voilà, on va condenser d'un condensé. Le principe de la revue, c'est effectivement de faire appel à des chercheurs, à des spécialistes. Voilà. Julien est à la fois guide et historien. On travaille quasiment pas avec des journalistes. Je suis le seul journaliste encarté, si j'ose dire, de cette rédaction. On va chercher des spécialistes à qui on demande d'expliquer, de mettre à la portée du grand public leur savoir dans des articles qu'évidemment on bâtit avec eux. Et donc là, on a à la fois des articles sur le baroque, on a des articles donc, sur la compagnie des guides, on a des articles sur le thermalisme. Et à chaque fois, on va chercher le spécialiste, la personne qui
sait parler et qui connaît le territoire et qui a travaillé sur le sujet et qui va pouvoir nous bâtir un numéro qui soit cohérent. Alors toi, tu t'es intéressé, tu es journaliste et photographe, tu es déjà venu nous en parler sur ce plateau. Tu t'es intéressé à l'actualité culturelle de la station qui s'est pas mal mobilisée sur ce sujet-là ces dernières années. Ça fait partie de, si on a parlé d'histoire, si on parle d'avenir, ça fait partie, disons, de l'avenir à construire. Par rapport à ce qui était évoqué avant concernant Avoria, effectivement, je pense que l'un des avenirs du tourisme en montagne, il est là-dedans. Il est dans l'approche culturelle, l'approche artistique de la montagne. Et Saint-Gervais, en plus, a démarré très tôt, puisque nous avions fait un numéro sur l'alpinisme qu'on avait titré Patrimoine de l'humanité, point d'interrogation. Aujourd'hui, le point d'interrogation est levé depuis que l'UNESCO l'a effectivement classé. Mais à l'occasion de ce numéro, nous avions été chercher, j'avais découvert le travail d'une jeune photographe niçoise qui s'appelle Roxane Petitier, qui a fait un très beau travail. Julien était d'ailleurs représenté dans ce travail photographique. On lui avait consacré 10 ou 12 pages de portfolio. Elle était en résidence à la maison de Haute-Tour, maison forte. Elle était en résidence pendant plusieurs semaines, je crois, ou plusieurs mois. Oui, elle est restée une bonne partie de l'été pour travailler en rapport avec les 150 ans de la Compagnie des Guides. Et donc, elle avait mis en scène, au travers des vrais personnages de guides, elle avait mis en scène des objets qui sont conservés aussi, des objets en lien avec la pratique de l'alpinisme et la pratique du métier de guide, qui sont conservés à la Maison Forte de Haute-Tour. Et c'était un travail magnifique. Et j'avais repéré ce travail, donc il y a déjà maintenant 4 ans. Et j'ai appris, après coup, qu'en fait, Emma Legrand, qui s'occupe de la partie patrimoine et culture de la mairie de Saint-Gervais, en fait, invite régulièrement des artistes. Et alors, il y a un boulot formidable qui est fait avec des artistes contemporains dans tous les domaines, aussi bien la peinture que l'écriture. Anne Colombe a été en résidence pour écrire un roman qui se déroule à Saint-Gervais, en tout cas dans la montagne. Enfin, il y a un travail sur l'art et sur la création contemporaine qui est absolument phénoménal. Et je pense que c'est un des gros atouts d'une station comme Saint-Gervais. Il y a une question qui est soulevée, ça sera ma dernière question, dans le magazine. Au gré des modes touristiques, Saint-Gervais s'affiche ville thermale, camp de base pour alpinistes et randonneurs, puis station de ski. Alors Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gervais-Mont-Blanc, comment faut-il dorénavant l'appeler ? Alors moi, je vais plutôt parler d'un point de vue d'historien. Officiellement, le titre officiel, c'est Saint-Gervais-les-Bains et Chamonix-Mont-Blanc, qui a été concédé par l'empereur Napoléon III. Et donc, d'un point de vue étatique, c'est ce qu'il faut respecter. De cœur, je pense qu'aujourd'hui, c'est Saint-Gervais-Mont-Blanc, parce que le Mont-Blanc fait partie intégrante de Saint-Gervais dans la politique touristique, comme vous l'avez compris, mais dans le cœur des habitants aussi. Et en plus, on a la chance d'en avoir une bonne partie sur notre commune. Ça te va, Pascal, comme réponse ? Ah mais oui, très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et donc, l'Alpe est encore à trouver un petit peu partout ? Oui, il est en vente dans toutes les bonnes librairies et les bons kiosques à journaux jusqu'au 7 mars, date à laquelle paraîtra notre nouveau numéro que nous venons de boucler. Il est parti chez l'imprimeur la semaine dernière et qui sera consacré. Et le lien avec Saint-Gervais n'est pas si éloigné. C'est un numéro qui va être consacré au refuge, avec une très grande exposition que le musée Dauphinois, qui est notre partenaire d'édition historique à l'Alpe, va consacrer au refuge qui s'intitule « De l'abri de fortune au tourisme d'altitude ». Donc voilà, encore une fois, tous les aspects de l'économie de la montagne évoqués dans cette exposition. Eh ben, j'ai hâte de feuilleter ça. Et puis donc l'Alpe, vous pourrez également le trouver sur notre compte Instagram, puisque ce numéro-là est à gagner. Vous trouvez tout le détail du concours tout à l'heure sur notre compte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et on va rester en montagne. C'est décidément une émission très montagne. Ça fait plaisir. Je reçois les cofondateurs de l'agence Trails the World, Frédéric Morand et Maude Deps. Ils ont imaginé donc cette agence atypique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors vous avez décidé d'associer le trail et les vacances pour caricaturer l'effort et la détente. Il y a des gens que ça intéresse. Et oui, ça existe. Ça existe. Oui, on est parti de ce constat-là. En fait, il y a quelques années, avec un ami, on voulait aller faire une course à l'étranger. Et on s'est dit, c'était compliqué, aller faire le site internet, etc. Trouver les infos, c'était en espagnol. Voilà, c'était compliqué. Et donc, on a été faire cette course. Et au retour, en rentrant, on s'est dit, ça pourrait être sympa si on amenait du monde sur cette course. Et on les aidait à visiter la région, l'île, parce que c'était sur une île aux Canaries. Et du coup, l'idée a germé.
Et en rentrant, on a fait le petit bout de chemin. Et puis jusqu'à ce que je rencontre Maude, qui était en tour du monde. Moi, je suis partie pendant que Fred a eu cette idée avec un de ses amis. J'étais en tour du monde pendant 2 ans. Un tour du monde un peu spécifique, c'est toujours la course à pied. Donc j'ai couru une vingtaine de courses dans une trentaine de pays pendant 2 ans, toute seule. Et de mon côté, je me suis dit que ça serait sympa de faire découvrir ces courses à des coureurs français et les emmener un petit peu découvrir pas que la course et l'endroit dans lequel on va courir. Parce que ces courses, elles sont souvent dans des endroits sympas à voir, à faire découvrir. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est il y a des milliers de trails dans le monde. C'est d'aller sur une course et de découvrir derrière ce qu'il y a autour parce que quand on court en nature, normalement, on a a priori des beaux paysages plus que si on courait en ville. Exactement. Et l'idée, si on va au Chili, par exemple, ou si on va à Bornéo, c'est pas d'aller là-bas 3 jours seulement pour faire la course. L'idée, c'est après de faire du tourisme, vraiment de faire profiter les gens. La course, l'effort et après le tourisme pour visiter la région. Ouais. Donc là, ça fait 1 an à peu près que vous avez lancé cette agence. La dynamique du trail, elle est très forte. Il y en a, voilà, vous l'avez dit, il y en a de par le monde beaucoup. En France aussi, ça se développe énormément. Comment ça se passe pour le moment? Est-ce que vous avez trouvé ces vacanciers trailers? Alors, oui, ça se développe pas mal. On a depuis donc ça, en avril, ça fera 2 ans qu'on a l'agrément agence de voyage. Donc on a fait déjà voyager à peu près 150 personnes et toujours de plus en plus de demandes. Là, l'année 2020, on a de grosses perspectives. Donc on voit que l'engouement est là. On a de la chance d'être en France. En France, c'est vraiment le pays du trail dans le monde. C'est vraiment reconnu pour ça. Donc c'est pour ça, nous, on a de la chance et on a de beaux jours devant nous. On espère. L'objectif, c'est de faire partir des Français dans les trails à l'étranger, un peu ce que vous avez fait dans votre tour du monde, ou vous aux Canaries manifestement, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense notamment forcément à l'UTMB. L'objectif, c'est aussi d'attirer des touristes sur les trails français. Alors oui, alors nous, l'idée de base, effectivement, c'était de faire découvrir des pays à des Français. Et en fait, comme on est le pays du trail, comme Fred le disait, d'amener des étrangers en France, on peut totalement le faire aujourd'hui parce qu'on est une agence de voyage aussi qui peut être réceptive à l'heure actuelle. Donc ouais, à long terme, c'est un petit peu l'idée de l'agence de voyage. Vous travaillez du coup avec les organisateurs des courses. Encore une fois, si je cite l'UTMB, c'est compliqué de s'inscrire à l'UTMB. C'est la course au clic parce que ça part très très vite. Vous pouvez être facilitateur de ce genre de désagréments. Exactement, c'est notre rôle. On essaie de faire ça avec la plupart des trails dans le monde. L'idée, c'est qu'à terme, on ait quasiment une solution logistique pour aller faire n'importe quelle course dans le monde. Alors, on ne va pas y arriver tout de suite, c'est compliqué, et on n'y arrivera certainement pas à faire du 100%. Après, il y a des courses, c'est plus compliqué. L'UTMB, il y a un système de points, il y a un système de tirage au sort, donc on ne peut pas avoir des dossards pour des personnes, puisque c'est un système compliqué. Il y a d'autres courses, de plus en plus de courses qui sont à tirage au sort. Donc là aussi, c'est compliqué parce qu'il faut un certain nombre de points. Donc on est en partenariat avec certaines courses. La plupart des courses sur notre site où on propose des voyages, des packages pour aller les faire, on est en partenariat avec les organisations. Les courses où il y a des tirages au sort, c'est un peu plus compliqué parfois. En termes de tarifs, ça va après, je suppose que ça dépend de la destination, mais ça va de quoi à quoi? Alors en fait, on a tous les tarifs parce qu'on a différentes offres. On a des dossards. Donc là, on peut aller d'un dossard qui est à 10 € jusqu'à un voyage qui peut aller être sur mesure à 6 000 €. Donc c'est vraiment en fonction du budget. Et comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est de proposer la solution pour aller voyager dans n'importe quel pays en fonction du budget de la personne. C'est-à-dire que si la personne elle a un budget assez limité, on va lui proposer un package plus réduit. Alors que si la personne elle veut partir, je ne sais pas moi, en Mongolie, là on lui proposera un package un petit peu plus important. Quoi dire à quelqu'un qui n'avait pas encore, qui court, qui aime courir dans la nature, mais qui n'avait pas encore l'idée d'associer cette discipline sportive-là aux vacances? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? C'est qu'il faut oser se lancer. Il y en a beaucoup en fait qui ont encore peur, qui ont l'impression qu'on leur dit trail à l'étranger, qu'on va les envoyer faire un 160 km perdu dans les montagnes. Ce n'est pas le cas du tout. Toutes les courses qu'on recense et avec qui on travaille, il y a toujours plusieurs distances. Ça peut aller de 10 km
à 350 km. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les niveaux. Donc il ne faut vraiment pas hésiter et savoir que ça existe. En fait, nous, on se veut vraiment facilitateur d'accès à des courses partout dans le monde, en fait, pour aussi faire les vacances en même temps. Et en plus, on approche tout doucement des vacances d'été. C'est le moment de regarder un petit peu quoi faire cet été. Donc, je vous invite à aller voir sur le site trailstheworld.fr ou encore sur votre page Facebook. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est la pub et juste après, le JT. Ce sont nos premiers interlocuteurs dans nos villes, villages et stations. Le maire reste l'élu préféré.